Emmanuel Macron a accueilli ce mercredi à Paris le président syrien par intérim Ahmed El-Shara pour une première visite controversée en Occident. Pour en parler, nous sommes ce matin avec Freddy Ethan, une voix que vous connaissez bien puisqu'on la retrouve le mardi matin à 7h20 sur Radio J, ancien ambassadeur, écrivain. Son dernier livre s'intitule Adama et est publié aux éditions Ballant. Bonjour Freddy. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors effectivement, on voulait faire un tour d'actualité avec vous de ce qui se passe dans la région en ce moment. On va commencer par cette visite controversée, commentée, polémiquée d'Ahmed El-Shara à l'Élysée. Emmanuel Macron qui lui serre la main. Quel regard vous avez porté sur cette rencontre, cette visite? Écoutez, imaginez Ben Laden à la Maison Blanche après le 11 septembre, après ce qui s'est passé à New York, l'attentat spectaculaire. Donc, vous savez, il y a des négociations indirectes, vous l'avez mentionné, avec les Syriens. Il y a aujourd'hui, ce matin, à Bakou, des négociations avec la Turquie concernant l'avenir de la Syrie. Mais ce sont des questions sécuritaires qui sont abordées. Il y a eu dans le passé, avec le régime de Hafez al-Assad, des pourparlers directs, en plein jour, avec les Syriens. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron réhabilite donc un terroriste notoire qui, il y a à peine 5 mois, se promenait, semait la terreur, massacrait des Alaouites et des Kurdes, avec un Kalachnikov en bandoulière. Donc c'est là la différence. On ne donne pas des honneurs. La garde républicaine, tout cela prouve par là. Et la chose la plus importante, c'est qu'il y a eu ce massacre contre les Kurdes. Et pire encore, je dirais, le Premier ministre de l'État d'Israël ne peut pas aller à l'Élysée. Oui, tout à fait. Alors c'était ça. Il risque d'être arrêté par un mandat d'arrêt international pour crime de guerre contre l'humanité. Et c'est là le théâtre de la... Oui, tout à fait, c'est ça qu'on a entendu hier, c'est que Ahmed El-Shara est accueilli en grande pompe à l'Élysée par Emmanuel Macron et dans le même temps, le Premier ministre d'une démocratie qui se bat dans une guerre contre des terroristes depuis 19 mois est lui impliqué par un mandat d'arrêt contre lui. Ça indigne à juste titre selon vous, Freddy. Oui, mais en plus, je dirais aujourd'hui, c'est le 8 mai. C'est le jour anniversaire de la victoire contre les nazis. Mais à l'époque, lors de la conférence de Yalta pour le partage du monde, eh ben la France était absente. Et on sait pourquoi. Donc nous devons être vigilants et ne pas se précipiter, comme l'a fait et comme le fait Emmanuel Macron. Parce que l'islamisme, la charia, c'est-à-dire la loi coranique, est incompatible avec la démocratie et les valeurs universelles. On ne reçoit pas en grande pompe un chef terroriste notoire. Alors par ailleurs, au sujet des discussions entre Emmanuel Macron et Ahmed El-Shara, Emmanuel Macron a parlé de l'État d'Israël. Il a dénoncé une mauvaise pratique de la part de l'État hébreu qui ne garantira pas sa sécurité. Il a jugé que les frappes israéliennes en Syrie ne garantiraient pas effectivement la sécurité de l'État d'Israël. Pour ce qui est des bombardements, des incursions, c'est une mauvaise pratique. On ne viole pas l'intégralité territoriale de ses voisins. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs plus globalement des déclarations récemment d'Emmanuel Macron au sujet d'Israël? Écoutez, il y a un double jeu de la part d'Emmanuel Macron. Et il veut s'imposer à tout prix comme une grande puissance, c'est-à-dire intervenir dans les grands conflits, dans les affaires internationales. Il le fait avec l'Ukraine, il va essayer avec la Syrie, bientôt il va prononcer avec l'héritier donc saoudien à New York la proclamation d'un État palestinien, c'est-à-dire un État virtuel, bien avant d'avoir négocié et de savoir quelles seront
a effectivement tous les attributs concernant cet État, qui n'a aucun attribut ni politique ni légal, parce qu'il n'y a pas de frontières, on ne sait même pas où va s'installer donc cet État palestinien. Et en plus, après le 7 octobre, il n'est pas question, évidemment, de ramener le Hamas donc au pouvoir. Alors, je crois qu'il y a à la fois naïveté de la part de Macron et en plus une certaine mégalomanie de la part d'un président de la République française qui pense qu'il est toujours un représentant d'une grande puissance. Alors le reste de l'actualité, par ailleurs, Freddy, c'est ce qui se passe avec les rebelles Houthis du Yémen. Un accord de cessez-le-feu a été conclu entre les rebelles Houthis et les États-Unis, aux grandes dames de l'État d'Israël, apparemment qui n'étaient pas au courant. Les Houthis qui ont menacé Israël malgré ce cessez-le-feu avec les États-Unis, ils ont dit qu'ils continueraient à attaquer l'État hébreu. Alors est-ce qu'on est là face, selon vous, à un abandon d'Israël par les États-Unis? Est-ce qu'Israël est en droit de s'inquiéter, selon vous? On s'inquiète, mais on n'est pas abandonné par les États-Unis. Il y a évidemment avec les États-Unis des liens stratégiques. Mais il faut comprendre, il y a une chose importante à saisir, c'est que les Houthis, ce sont des rebelles, mais ils détiennent un territoire riche en uranium et en pétrole. Et aussi, ils contrôlent le commerce international maritime. Donc, il y a eu, vous le savez, on a bombardé, il y a eu des frappes à 3 reprises contre le port El Haïda et le port aussi, aéroport de Sanaa. Les Américains ont lancé 1000 frappes contre les Houthis. Mais le problème, c'est qu'il y a eu aussi, il faut le rappeler, pendant 7 ans, les Houthis ont combattu contre l'Arabie Saoudite. Et ils ont lancé des drones et des missiles balistiques. Donc, ils sont orfèvres à la matière. Et ils sont éparpillés un peu dans la nature, dans les montagnes. Il est très difficile de mettre un terme au tir des Houthis s'il n'y a pas je dirais, une intervention terrestre de l'infanterie. Parce que seulement les frappes aériennes ne pourront pas mettre un terme donc à ces hostilités. Et les Américains ont le droit, évidemment, et le devoir d'anéantir donc les Houthis et de mettre un terme à cette menace contre Israël. Mais séparer, comme le fait d'ailleurs Trump concernant l'Iran, c'est séparer donc les revendications légitimes israéliennes concernant ces menaces. Là, c'est un point qui, effectivement, nous inquiète beaucoup. Alors, évidemment, au-delà de cette question des Houthis, il y a l'Iran. Beaucoup de personnes se posent la question de l'Iran, évidemment. Alors, Donald Trump a présenté hier un ultimatum sans équivoque à l'Iran concernant son programme nucléaire. Il y a deux alternatives, a-t-il dit. Soit on fait sauter vos installations nucléaires, soit vous les démantelez. Qu'est-ce que veut faire Donald Trump en Iran concrètement? Est-ce qu'on a une idée, Freddy? Écoutez, Donald Trump ne veut pas lancer ses bombardiers contre l'Iran. Il ne veut pas détruire par la force, par l'option militaire, les centrales nucléaires iraniennes. Il préfère la négociation, comme il préfère aussi de négocier avec la Syrie d'ailleurs. Et il veut associer la Syrie ce qu'on appelle la normalisation, aux accords d'Abraham. Nous appuyons évidemment, nous soutenons donc cette démarche. Mais de dire que l'Iran peut posséder donc une arme nucléaire à des fins pacifiques, cela est dangereux parce qu'on sait que l'Iran dissimule. L'Iran, par la ruse, a pendant des années menti. Elle a chicané avec les inspecteurs de l'AIEA, c'est-à-dire avec l'Agence internationale de l'énergie. Et donc, on peut effectivement avoir un accord sur l'énergie nucléaire à condition que cela soit contrôlé efficacement par les Américains. Et d'autre part, il faut dire que nous nous trouvons dans une situation aussi compliquée. Et non pas seulement de négocier concernant l'arme nucléaire ou le projet nucléaire. Il y a les missiles balistiques.
il y a les proxies, c'est-à-dire les satellites, le Hamas, le Hezbollah toujours. Il y a d'autres organisations terroristes que l'Iran soutient, y compris les Houthis. Donc là, il faudrait trouver un accord global et Israël sera prêt, effectivement, à accepter cet accord, à condition d'avoir toutes les clauses de cet accord et ne pas recommencer ce qu'on a fait à l'époque avec Obama en 2015. Mais on voit à ce sujet quand même des désaccords entre Israël et les États-Unis. On voit qu'ils ne sont pas forcément d'accord. Beaucoup en Israël disent qu'il faut frapper à la source, justement parce qu'on parlait des Houthis. La source, c'est l'Iran véritablement. C'est ce que veut faire Benyamin Netanyahou d'ailleurs, mais on attend donc le feu vert de Donald Trump. Oui, mais il n'y aura pas de frappe israélienne en Iran et il n'y aura pas une invasion terrestre, donc une conquête, comme dit Ben Gvir par exemple, de Gaza, tant que Donald Trump n'aura pas la satisfaction donc de sa tournée prochaine, la semaine prochaine, en Arabie Saoudite, au Qatar et dans les Émirats Arabes Unis. Alors, là, on doit attendre donc le retour donc de Donald Trump. Je vous rappelle que Donald Trump a préféré aller en Arabie Saoudite qu'en Israël. Et ça aussi, cela montre que Donald Trump joue sur toutes les cartes et essaye par tous les moyens de brouiller effectivement et d'essayer de brouiller les médias. C'est une tactique. Un jour, il dit qu'il va négocier concernant l'installation, le transfert des Gazaouis. Le lendemain, il change d'avis. Il y a un zigzag, je dirais, dans la politique aujourd'hui de Donald Trump. Et ça nous inquiète. Alors un dernier mot rapidement, Freddy, puisque vous évoquiez Gaza à l'instant, je voulais aussi avoir votre opinion sur ce qui se passe actuellement, les opérations de Tsahal qui se poursuivent, qui vont s'intensifier. On a appris que Tsahal allait morceler le territoire palestinien pour s'y installer plus durablement, à la grande inquiétude des familles d'otages. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette situation ? Je crois qu'on n'aura pas, effectivement, par la force, la libération des otages. Il n'y aura pas non plus une victoire totale du Hamas, parce que c'est impossible d'éradiquer une idéologie et c'est impossible de transférer donc une population dans un autre territoire. Nous devons négocier et seul par la négociation et par, je dirais, des sanctions et par une diplomatie forte, robuste de la part des Américains, nous ne pouvons pas arriver. Donc, il est clair que nous ne devons pas lancer une opération terrestre pour conquérir Gaza. On a déjà envahi Gaza et on a conquis Gaza, on est resté à Gaza pendant 29 ans. Cela n'a rien fait, cela n'a rien évolué dans la situation et ni dans le dossier palestinien, ni dans le cadre donc des attentats terroristes. Merci beaucoup Freddy Ethan, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Plus longuement, on vous retrouve chaque semaine le mardi. À la semaine prochaine.